Les plus excités. Voilà pour l'audition d'Alain Gérard Slama, journaliste, professeur à Sciences Po, dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale sur les valeurs républicaines à l'école. Tout de suite, c'est 24h Sénat, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. L'hommage du Sénat aux victimes de l'attaque terroriste du musée du Bardo à Tunis. Une minute de silence a été observée dans l'hémicycle en présence du gouvernement, alors que le bilan s'est alourdi, portant le nombre de morts à 21, dont 20 touristes étrangers. Le renseignement ne sera plus hors la loi. Manuel Valls veut renforcer les moyens des services de renseignement pour mieux lutter contre le terrorisme islamiste. Le Premier ministre promet que leur action sera encadrée et contrôlée. La mairie de Paris demande la mise en place de la circulation alternée après un épisode de pic de pollution aux particules fines dans la capitale. Refus de la préfecture, le détail dans ce journal. Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à 21 personnes en Tunisie, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué cette attaque. Sur place, l'enquête avance. Les derniers éléments avec Quentin Calmy. L'enquête se poursuit autour du musée. La police aurait déjà arrêté 9 suspects proches des 2 terroristes. Le dernier bilan fait état de 21 morts. Depuis hier, tout le pays, toutes les autorités politiques affichent leur solidarité contre le terrorisme. Réunion de crise avec les plus hautes autorités militaires pour le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Il annonce que des troupes s'apprêtent à être déployées dans toutes les grandes villes du pays. Cet après-midi, dans un enregistrement audio posté sur Internet, le groupe terroriste Daesh revendique l'attaque. Selon ce message qui n'a pas encore été authentifié, les tueurs visaient bien le musée et non le Parlement qui est tout près. Quant aux 2 terroristes tués dans l'assaut, Saber Kachnaoui et Yassine Labidi, ils sont tous les 2 tunisiens. Pour l'heure, 2 Français figurent parmi les victimes. Nous cherchons les confirmations des informations qui ont été communiquées. Il est possible qu'il y ait une 3e personne qui avait été blessée et nous aurons cette information et je préfère la donner lorsqu'elle sera véritablement confirmée. Pour le reste, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'aller dès demain en Tunisie et de pouvoir renforcer encore notre coopération avec les Tunisiens sur les questions de sécurité. Ce soir, les autorités tunisiennes annoncent que le musée doit ouvrir ses portes en début de semaine, au plus tard mardi. Et vous venez de l'entendre, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, se rendra demain soir à Tunis à la suite de cette attaque meurtrière. Et au Sénat, un hommage solennel a été rendu aux victimes. Une minute de silence a été observée au début de la séance de questions d'actualité au gouvernement. On écoute à ce propos le président du Sénat, Gérard Larcher. Pour ce moment, je vous propose d'observer un temps de recommémorement en hommage à toutes les victimes, à leurs familles, et avec une pensée particulière pour nos compatriotes et leurs familles, et tous nos vœux pour les blessés qui aujourd'hui luttent pour la vie. Je vous remercie. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a estimé dans une interview au Figaro qu'en matière d'immigration, la capacité collective d'intégration de la France est saturée. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions. Dans un communiqué commun, des élus PS regrettent, je cite, que le président du Sénat reprenne à son compte et banalise les idées du FN. Pour eux, les propos tenus ce matin sont désespérants. Nouvel exemple de la surenchère nauséabonde à laquelle se livrent l'UMP et le FN. Fin de citation. Nous vous en parlions mardi. Le projet de loi sur le renseignement a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Un texte qui doit permettre aux services de renseignement de travailler dans un cadre légal. Jérôme Rabier.
C'est un projet de loi annoncé juste après les attentats de janvier que Manuel Valls est venu présenter et défendre à la sortie du Conseil des ministres, avec un objectif clair. Donner aux services les moyens à la hauteur des défis auxquels notre pays est confronté, avec la volonté de mieux protéger encore les Français. Le texte prévoit notamment de pouvoir intercepter des emails ou des conversations téléphoniques, de poser des micros et des caméras espions, ou encore poser des balises de géolocalisation sous des véhicules. Le tout sur simple autorisation administrative, sans passer par l'autorité judiciaire. Ce qui provoque les critiques de certains opposants, et même de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Manuel Valls a donc tenu à leur répondre. Il ne s'agit en aucun cas de mettre en œuvre des moyens d'exception ou une surveillance généralisée des citoyens. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. Pas question pour le gouvernement de limiter les techniques de renseignement et il devrait même pouvoir compter sur l'opposition pour faire passer ce projet de loi. Manuel Valls a prévenu qu'il souhaitait le voir adopté avant l'été au regard des derniers événements terroristes. Manuel Valls également au chevet des médecins mécontents du projet de loi santé. Le Premier ministre leur a proposé de faire un point d'étape après la première lecture à l'Assemblée nationale du texte. Il a assuré que le gouvernement reste à l'écoute des professionnels, déclarant que la généralisation du tiers payant était évidemment maintenue. Les jours se suivent et se ressemblent en matière de pollution. Depuis 3 jours, Paris bat des records en matière de pollution aux particules fines. Et pourtant, la préfecture vient de refuser la demande de la mairie de Paris pour que soit mise en place la circulation alternée. Mounir Soussi avec Thomas Soulier. Paris a revêtu son manteau de particules fines pour la 4e journée consécutive. Hier, la capitale a même détenu pendant quelques heures le titre de ville la plus polluée au monde. Pour réduire les émissions, la mairie de Paris a demandé la mise en place de la gratuité dans les transports et de la circulation alternée pour la journée de demain. Aujourd'hui, la réglementation fait que ce sont les préfets qui peuvent décider de mise en place de circulation alternée ou de contournement des grandes agglomérations par les poids lourds. Les préfets sont sous l'autorité des ministres et donc du gouvernement. Et donc c'est à l'État que nous nous adressons aujourd'hui parce que les collectivités n'ont pas la capacité de pouvoir prendre ces mesures. La mairie se tourne vers le gouvernement pour contraindre les automobilistes à laisser leur voiture au garage. La circulation alternée avait été décrétée il y a un an presque jour pour jour et avait permis de réduire de 20% les rejets de particules dans l'atmosphère. L'État s'est saisi du dossier, mais rappelle la ville de Paris à ses responsabilités. Le préfet de police est mobilisé avec tous les moyens de mesure pour savoir ce que nous allons faire et nous prendrons les décisions qui s'imposent si nous devons protéger la santé publique. Ça me pousse à agir et c'est vrai qu'il faut que la ville de Paris agisse de façon beaucoup plus déterminée parce qu'il y a beaucoup d'annonces et on ne voit pas beaucoup de changements. Une pique envoyée à la maire de Paris qui a pris des mesures depuis le début de semaine, comme la gratuité du stationnement résidentiel ou la première heure d'autolib gratuite, visiblement insuffisante aux yeux de la ministre de l'écologie. Et je vous le disais en titre, la préfecture a donc refusé la circulation alternée demandée demain par la maire de Paris. Et regardez, on a posé la question à notre partenaire l'Obs.com. Pollution, faut-il imposer la circulation alternée de manière systématique? Les internautes ont répondu non à 50%, oui à 43%, sur 178 votants, ne se prononcent pas 6%. 10 ans après le drame de Clichy-sous-Bois qui a coûté la vie à 2 adolescents morts électrocutés en octobre 2005, la relaxe a été requise à l'encontre des 2 policiers. Ils comparaissaient depuis lundi à Rennes pour non-assistance à personne en danger. Pour Delphine Develly, représentant le ministère public, on n'apaise pas la douleur d'un drame en causant une nouvelle injustice. Le Sénat a voté en première lecture cet après-midi le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. 178 sénateurs sur les 336 qui ont pris part au vote se sont prononcés en faveur du texte. Les autres, essentiellement UMP et communistes, se sont abstenus. Et puis après un ultime vote du Sénat, ce matin, le Parlement a adopté la proposition de loi des sénateurs Gourault et Sueur pour améliorer le statut des élus locaux. Pour en parler, Faustine Saint-Geniès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Alors c'est une question bien récurrente, ce statut de l'élu. Que s'est-il dit ce matin ? Alors oui, c'est une question récurrente. On s'est félicité du vote de ce texte parce que le statut de l'élu, en fait,
Ça revient au Sénat en permanence. Vous l'avez dit, c'était au cœur des États généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012. Face aux difficultés rencontrées par les élus dans l'exercice de leurs mandats locaux, eh bien, 2 sénateurs, la centriste Jacqueline Gourault et le socialiste Jean-Pierre Sueur, ont décidé de déposer leur proposition de loi pour améliorer ces conditions d'exercice d'un mandat local. On est à l'époque en 2012, il faudra attendre 2015, aujourd'hui même, pour un vote définitif au Parlement. C'était ce matin au Sénat. Il y a quelques heures seulement à l'Assemblée nationale. Le texte s'était un peu perdu dans les méandres du Parlement et pourtant il avait tout pour plaire. C'est un texte transpartisan, loin, très loin des querelles politiciennes et autres jeux de pouvoir. Alors que propose ce texte? Eh bien, qui dépasse les clivages, vous venez de le dire. Eh bien, le texte a un objectif, c'est de permettre aux élus locaux d'accomplir leur mission d'intérêt général dans les meilleures conditions, avec un coup de pouce spécifique aux petites communes. Dans les très petites communes, les maires recevront une indemnité automatique. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, c'est le conseil municipal qui se prononce sur l'indemnité du maire. Et en cas d'oubli, eh bien, beaucoup de maires n'osaient pas demander. C'est terminé, l'indemnité sera donc automatique. Autre coup de pouce pour les salariés, cette fois ils sont défavorisés parce qu'ils quittent le cadre de l'entreprise pour un mandat local. Ils sont défavorisés par rapport aux retraités ou aux fonctionnaires. Ce ne sera plus le cas. Et puis il y a les droits qu'on vient de citer, il y a aussi des devoirs. On a pour la première fois la création d'une charte de l'élu local qui prévoit que les élus exercent leur mandat avec probité, dignité. On imagine que c'est la plupart du temps le cas. Et puis il prévoit aussi des sanctions en cas d'absentéisme. Merci beaucoup Faustine pour ces explications. En désaccord avec le gouvernement, le sénateur socialiste Jean-Pierre Godefroy a démissionné de la commission spéciale sur la loi prostitution. Jean-Pierre Godefroy est en effet opposé à la pénalisation des clients de prostituées. Ce texte doit être examiné au Sénat les 30 et 31 mars prochains. Pour un meilleur contrôle de l'hospitalisation sous contrainte, Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a présenté hier son premier rapport d'activité. L'ancienne maire socialiste de Reims s'attaque à un sujet tabou, celui des placements sous contrainte dans les hôpitaux psychiatriques. Sophie Normand-Couturier. Un nouveau contrôleur des lieux de privation de liberté depuis juillet et une nouvelle étape pour l'institution créée en 2008. Adeline Hazan dit aujourd'hui vouloir poursuivre l'action de son prédécesseur tout en l'approfondissant au-delà des prisons, avec une priorité, les hospitalisations sous contrainte. J'ai décidé que dans ce second mandat, il faudrait absolument avoir visité l'ensemble de ces hôpitaux psychiatriques. Ça ne veut pas dire que les situations et que les conditions se sont dégradées ou que nous avons davantage de plaintes. Ça veut dire que l'intégralité n'a pas pu encore, faute de temps, être contrôlée. La situation dans les hôpitaux psychiatriques doit être améliorée et certains droits doivent être, selon la nouvelle contrôleure, mieux respectés. Je pense notamment, dans le cadre des placements sous contrainte, à l'utilisation trop importante des moyens de contrainte et des mises en chambre d'isolement dont on peut remarquer dans le cadre des visites que nous effectuons qu'elles ne sont pas toujours effectuées à des fins strictement thérapeutiques, mais parfois pour des facilités de gestion des établissements. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. En France, près de 360 institutions reçoivent des personnes hospitalisées sans leur consentement. Seul un tiers d'entre elles ont à ce jour été contrôlées. C'est la fin de cette édition de 24 heures Sénat. Tout de suite, je vous retrouve pour un nouveau journal des départementales.